Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a... Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Le réalisez-vous, mine de rien, dans quelques jours, ce sera le macabre anniversaire de l'assassinat du président d'Haïti d'alors en sa résidence privée. C'est une pratique avec laquelle nous avons divorcé depuis plus de 100 ans. 100 ans plus tard, un président a été assassiné en sa résidence privée, criblé de balles. Et nous sommes bientôt 1 an après ce terrible assassinat. Personne ne rend des comptes, personne ne fait rien. Il n'y a même pas un semblant de début d'une enquête en vue d'un procès. J'ai beau chercher dans l'histoire des pays, j'ai beau chercher dans l'histoire des nations, j'ai beau chercher dans l'histoire des peuples, l'histoire moderne, dis-je, je n'ai trouvé aucun cas comparable au nôtre, c'est-à-dire le cas d'un peuple, le cas d'une nation, le cas d'une collectivité qui accepte comme normal qu'un président soit assassiné chez lui, criblé de balles. Il faut parler, n'est-ce pas, d'holocauste dans ce cas-là. Après les premières arrestations, plus rien. Pas le début d'une enquête, pas le début d'un procès. Et pire, les groupes organisés du pays, les secteurs organisés du pays, tourne déjà la page comme si c'était normal qu'un chef d'État soit assassiné chez lui sans que personne ne rende des comptes et on passe à autre chose. J'ai le goût de vous poser cette question. Ne pensez pas que je sois heureux de nous la poser, cette question, puisque je m'inclus dans cette collectivité. Sommes-nous un peuple normal ? Ne sommes-nous pas en train de perdre ce qu'il nous restait d'humanité? Ne l'avons-nous pas déjà perdu? L'exemple de l'assassinat du président Jovenel Moïse en sa résidence n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de choses anormales qui se produisent chez nous et que nous considérons comme normales. Est-ce l'accoutumance? Est-ce l'habitude? Est-ce ce que j'appelle la zombification qui fait en sorte que plus rien ne nous dérange? Au fait, plus rien ne nous dérange en tant que peuple. C'est quoi notre problème? Je voudrais en ce jour-là vous lancer cette question. Mais sommes-nous encore un peuple normal? Sommes-nous une collectivité? Peu importe le secteur d'activité que je considère en Haïti,
peu importe le segment de la population que je considère, il n'y a rien de normal chez nous en tant que peuple. Nous devons, à un moment donné, faire face à ce questionnement. Sommes-nous encore un peuple? Sommes-nous encore une nation? Pire, que nous reste-t-il d'humanité? Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez. Où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le monde est en podcast. Voilà autant de questions qui vont nous guider au cours de cette heure aujourd'hui. Je voudrais qu'on se parle à cœur ouvert, je voudrais qu'on se parle en famille. À un moment donné, dans une famille, on doit se dire, mais sommes-nous une famille normale? Ce n'est pas bien qu'on fasse cela à notre frère sans que nous ne réagissions. Ce n'est pas bien qu'on fasse cela à notre sœur sans que nous ne réagissions. Ne sommes-nous pas en train de perdre cette notion naturelle de la justice? Ne sommes-nous pas en train, peut-être l'avons-nous même déjà perdu, ne sommes-nous pas en train de perdre, n'est-ce pas, le bon sens, le sens commun? Quand je réfléchis sur notre situation en tant que peuple, quand je réfléchis sur notre situation en tant que population, elle est beaucoup plus grave qu'on ne pense. Malheureusement, tout le focus est mis sur l'aspect politique. On dirait que notre seul problème, c'est la gestion politique de ce territoire. Mais il y a pire que cela. Quand je vois les vidéos là, qui circulent sur les médias sociaux, des gens qu'on viole devant des caméras, j'ai même vu un monsieur il y a quelques mois brûler un autre et manger sa chair. Parce que ce dernier avait volé sa motocyclette, il l'a piégé, il l'a brûlé, il a brûlé son corps. Et devant une caméra, il s'est mis à manger sa chair. Sans impunité, enfin, sans aucune crainte d'être puni. Donc, en toute impunité, devrais-je dire. Je vous entends, vous êtes en train de pousser le même soupir que moi. Et ces soupirs-là, je les pousse tous les jours. Mais c'est quoi notre problème? Dans tout autre pays, ceux qui commettent ces crimes-là vont se cacher. Ils font tout pour dire « ce n'est pas moi ». Mais dans notre pays, ceux qui commettent ces crimes-là, mais ils le font à visière levée. Il n'y a plus de justice, il n'y a plus d'institutions qui puissent exercer la justice. On s'agglutine tous autour du pouvoir politique parce qu'il y a de l'argent à faire là. Je partagerai avec vous la réflexion d'un étranger, d'un diplomate étranger, qui n'est pas aimé, il n'est pas aimable en réalité, mais qui une fois m'avait dit dans une conférence à laquelle nous étions copanélistes, il m'a dit « Jean, j'ai l'impression que le peuple haïtien est doté d'une espèce de chromosome autodestructeur. » Lorsqu'il m'a lancé ça en 2010, j'étais insulté.
mon nationalisme en a pris pour son rhume, mais 12 ans plus tard, je me dis, il a peut-être raison. N'y a-t-il pas quelque chose en nous qui nous porte à nous autodétruire? N'y a-t-il pas quelque chose en nous qui nous porte à nous combattre? N'y a-t-il pas quelque chose en nous qui nous empêche d'avoir un projet fédérateur? Je vous lance cette question. Nous allons observer quant à nous une pause déjà. J'étais plongé dans la réflexion. Vous connaissez le rituel à ce stade-ci. Je vous invite à vous offrir une tasse de thé, une tasse de café, une tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à nous garder éveillés. Aujourd'hui encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Nous allons nous parler entre nous. C'est quoi notre problème? Restez là, je vous reviens après la pause que voici. À tout à l'heure. Vous rêvez. Vous rêvez de transformer votre maison, votre salon, votre chambre à coucher, votre cuisine en un espace hors de l'ordinaire? Ne rêvez plus. Rendez-vous à Meubles en Gros, au 6200 Henri Bourassa Est à Montréal. L'endroit où tous vos rêves prennent vie. Pour un temps limité, si vous nous écrivez à l'adresse qui apparaît à l'écran, nous vous communiquerons un code promotionnel secret grâce auquel vous obtiendrez 5% de réduction sur tous les meubles et matelas en magasin. Et sur présentation du même code, vous aurez droit à un cadeau personnalisé en magasin. Chut, ne le dites à personne. Bonne chance. Certaines conditions s'appliquent. Avant la pause, on s'était promis de lancer l'émission avec le rappel de cet anniversaire qui s'en vient, le rappel de l'assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet dernier. Je ne sais pas comment vous avez appris la nouvelle, mais moi, je le rappelle, c'était en lisant mes textos qu'un ami en France m'avait prévenu, en me rappelant que, vous vous souvenez, il y a 15 jours, je vous avais annoncé qu'il venait de signer son arrêt de mort parce que, en tant que président d'Haïti, il a osé se tourner vers les autorités russes en accréditant à Port-au-Prince l'ambassadeur de la Fédération russe. Mais donc et puis je ne comprenais pas là, parce que je n'avais pas encore allumé la télé. Et quand j'allumais la télé, la télévision canadienne, la télévision française tournait déjà en boucle depuis plusieurs heures la terrible nouvelle, à savoir que le président d'Haïti venait d'être assassiné en sa résidence. Bon, j'étais sous le choc. Et tout de suite, en tant qu'Haïtien d'origine, mais surtout en tant qu'homme de médias, j'ai syntonisé la TNH, la Télévision nationale d'Haïti, pour en savoir un peu plus, parce que la télévision française en disait très peu. La télévision canadienne reprenait ce qui était diffusé sur CNN, ce qui était diffusé sur la télévision française. Et moi, comme homme de médias, j'ai dit, tiens, je vais aller à la source, je vais syntoniser la Télévision nationale d'Haïti. Mon choc était double. Vous savez, jusque vers 10h30, 11h le matin, la Télévision nationale d'Haïti, la télévision d'État, dont le mandat est, entre autres, d'informer la population haïtienne. Vous savez ce que diffusait la Télévision nationale d'Haïti? Elle diffusait le concert d'un orchestre symphonique de l'Europe. Bon Dieu. J'ai dit, mais quelle illustration de l'inconscience
des médias, quelle illustration de l'inconscience des élites, quelle illustration de l'inconscience de nos dirigeants. Le premier citoyen d'une nation vient d'être assassiné en sa résidence privée et la télévision nationale d'Haïti, qui aurait dû être, si vous voulez, le premier média à informer le monde de ce qui venait de se passer, qui devrait être le premier média à informer sa propre population de ce qui venait de se produire, de ce qui venait d'être perpétré en la résidence du président, en la résidence du premier citoyen du pays, diffusait, contrairement à toute attente naturelle, le concert d'un orchestre symphonique de l'Europe. Et là, chers amis, c'est une illustration de notre zombification. C'est une illustration de notre aliénation. Comment, après qu'un tel crime a été commis, comment dis-je, le premier média d'une nation puisse-t-il se permettre de diffuser autre chose que cette nouvelle? Comment ce média puisse-t-il se permettre de diffuser le concert d'un orchestre symphonique d'un autre pays, d'un autre continent, comme si au pays d'Haïti, tout était normal, tout allait pour le mieux, dans le meilleur des mondes? Vous voulez augmenter vos revenus d'environ $350 par jour? Vous avez un permis de conduire, une voiture, vous n'avez pas de casier judiciaire, vous habitez au Québec. Bravo! Vous venez de satisfaire à toutes les conditions pour travailler chez LeaseTaxi. De nouveaux revenus en toute autonomie, selon vos disponibilités et votre propre emploi du temps. Un nouveau style de vie, tout en faisant de l'argent. Envoyez votre CV au courriel qui apparaît à l'écran et bienvenue chez LeaseTaxi. Bonne chance. Et moi, en tant qu'Haïtien établi à l'étranger, ayant développé des réflexes du pays où je me retrouve, des réflexes d'un état de droit où je vis, je me suis dit, mais écoutez, dans les prochaines heures, les dirigeants allaient devoir rendre des comptes, c'est-à-dire le Premier ministre qui est le chef du gouvernement, qui est en même temps le chef de la police, va devoir rendre des comptes. Comment cela a-t-il pu se produire sans qu'il n'en ait été informé? Je me suis dit que le chef de la police lui-même va devoir être arrêté, il faudra qu'il rende des comptes. Je me suis dit que, eh bien, ce qui restait du Parlement va exiger une reddition de comptes. Mais au fur et à mesure que les semaines passaient, je réalisais à quel point qu'Haïti est un pays autre. Haïti n'est pas comme un autre pays. Comparer Haïti à n'importe quel autre pays, les différences seront telles que vous allez devoir conclure qu'Haïti fonctionne sur une autre planète. D'abord, allez regarder les premières vidéos, les premiers messages du gouvernement d'alors sous la direction de Claude Joseph, Premier ministre sortant de Jovenel Moïse, mais Premier ministre quand même. Dans sa première conférence de presse, il eut à dire que tout était sous contrôle, flanqué du chef de la police. Tout est sous contrôle. On entre dans la résidence privée d'un président. Il y avait là presque une centaine de policiers nationaux qui étaient payés pour assurer sa sécurité. Beaucoup d'entre eux ne se sont pas présentés ce jour-là à leur poste de travail. Ceux qui étaient là ont à peine tiré une ou deux balles, un ou deux coups. Mais ils ont rapidement mis bas les armes. Et le Premier ministre a osé dire que tout était normal. Pire,
un an plus tard, cet ancien Premier ministre, qui n'est plus au gouvernement, il fait campagne à travers le pays, il sillonne les villes du pays, présentant des conférences, se positionnant comme futur candidat, se campant comme, si vous voulez, le véritable chef de l'opposition, de celui qui est devenu le Premier ministre maintenant et avec qui il a collaboré puisqu'il était devenu par la suite ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de ce Premier ministre. Il sillonne le pays. Il n'a jamais rendu des comptes à savoir, mais qu'est-ce qu'il savait sur ce projet d'assassinat? Et il ne peut pas se permettre de dire « je ne savais rien » car il était payé pour savoir. Quand vous êtes un ministre, quand vous êtes chef de l'exécutif, on vous paye pour savoir. Et quand vous êtes le numéro 1 de la police, vous êtes doublement redevable quand il y a quelque chose d'aussi gros qui se commet dans un pays. Mais je dois admettre que 12 mois plus tard, Haïti n'est pas un pays normal. Comment le Premier ministre d'alors peut-il circuler, peut-il sillonner le pays sans n'avoir jamais été accusé? Et dans les prochains jours, dans les jours qui ont suivi cette première conférence de presse, mon choc allait être encore plus grand. Parce qu'entre-temps, des journaux en Colombie ont pointé du doigt le chef de la police d'alors. Celui-là même qui se tenait aux côtés du Premier ministre d'alors pour dire que tout était normal, le pays est en état de siège, nous sommes en train de procéder à des arrestations. Mais non, mais le journal en Colombie a dit, écoutez, il faut aussi demander les comptes au chef de la police d'alors parce que lui est impliqué dans le complot conduisant à l'assassinat. Parce qu'entre-temps, les ressortissants colombiens qui étaient impliqués dans l'exécution du président Jovenel ont pu parler, n'est-ce pas, aux médias de leur pays d'origine. Et ils ont dit que nous étions là, nous, en mission, de concert avec le chef de la police. Et plutôt que pour le chef de la police d'alors de rendre des comptes, il a demandé à son Premier ministre, Claude Joseph, de dire qu'il n'est pas impliqué dans le complot, qu'il n'était accusé de rien. Et dans les mois qui ont suivi, on allait lui accorder une promotion. Désormais, monsieur est ambassadeur d'Haïti à l'OEA. Quel pays! Quel pays! Le pire, je n'ai entendu aucun journaliste se révolter. Je n'ai entendu aucun membre du Parlement, parce que la Constitution haïtienne fait obligation au Parlement d'avaliser toute nomination à un poste diplomatique. Donc, on n'aurait pas pu nommer ce chef de la police à un poste aussi prestigieux que celui d'être ambassadeur d'Haïti à l'OEA sans que le Parlement, par son silence, n'approuve. Eh bien, je n'ai entendu aucun parlementaire dont c'est le rôle de veiller sur l'action gouvernementale, dont c'est le rôle, n'est-ce pas, de questionner, de remettre en question, voire de bloquer le pouvoir de l'exécutif. Je n'ai entendu aucun membre du Parlement dire « mais cette nomination est scandaleuse. Ne sommes-nous pas en train de faciliter la fuite hors du pays d'un potentiel accusé ?» C'est vrai qu'on a procédé à l'arrestation d'un certain nombre de personnes, d'un certain nombre d'individus d'origine haïtienne, d'un certain nombre d'individus d'origine colombienne, mais depuis qu'ils croupissent en prison, là, depuis 1 an, ils n'ont pas vu leur juge naturel, mais c'est illégal.
Ils n'ont pas eu de procès, c'est illégal. La Constitution haïtienne prévoit que dans les jours qui suivent l'arrestation d'un individu, eh bien, cet individu-là doit passer devant son juge naturel. Autrement, c'est une arrestation illégale. Voilà plus de 12 mois donc, près de 12 mois que ces individus-là croupissent dans des cellules. Il y a sûrement des innocents là-dedans. Une arrestation préventive ne peut pas durer tout ce temps-là. Il n'y a même pas de juge attitré sur, n'est-ce pas, ce procès à venir. Il n'y a même pas d'enquête, mais on ne pourra pas les garder comme ça, indéfiniment dans une cellule de prison. Et si ceux qui se trouvent en prison n'étaient pas tous coupables? Coupable ou pas, mais c'est à un juge de décider de la culpabilité, n'est-ce pas, d'un accusé. Mais ça, c'est le pouvoir politique qui décide de jeter en prison des gens sous prétexte qu'ils sont impliqués dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Mais est-ce qu'une arrestation préventive peut durer tout ce temps-là? Décidément, Haïti n'est pas un pays normal. Je me disais, ah bon, puisque c'est un président qui est assassiné, donc c'est le chef du pouvoir exécutif, donc c'est quelqu'un de la classe politique qui a été sacrifié, que l'on soit PHTKiste ou non, que l'on soit joveneliste ou non, c'est pas ça la question. Je me suis dit que, mais les gens de la classe politique vont faire montre d'une certaine solidarité, voire d'une solidarité certaine, car ce qui est arrivé là à Jovenel aurait pu être arrivé à n'importe qui d'entre eux. Je me suis dit, mais tiens, ils vont au minimum, exiger là une enquête, exiger que l'exécutif rende des comptes. Très rapidement, les opposants au régime de Jovenel de son vivant ont trouvé une façon de s'entendre avec le successeur de Jovenel Moïse, issu du même parti politique, le PHTK, que les opposants considéraient comme un parti antinationaliste, comme un parti corrompu. Eh bien, les opposants à Jovenel Moïse, j'entends les André Michel de ce monde, j'entends les Edmond Supplice Basile de ce monde. Ces gens-là ont trouvé une façon de s'entendre avec le successeur de Jovenel Moïse pour partager le gâteau du gouvernement. Et depuis, pas un seul cri, pas une seule voix ne s'élève pour exiger qu'il y ait enquête. Décidément, Haïti n'est pas un pays normal. Je ne suis pas un PHTKiste. Au fait, je déteste le PHTK parce que c'est un parti de corrompus, parce que c'est un parti de bandits légaux, comme il s'appelle, un parti de voleurs. Je n'étais pas et je ne suis pas joveneliste. Et ce n'est pas la question, est-ce que je suis joveneliste ou pas, mais en assassinant un président en exercice, on s'attaque à un symbole. En assassinant un homme à la tête du pouvoir, on s'attaque à une symbolique. Et on devrait tous se solidariser pour réclamer que justice soit faite à cet homme, pour qu'aucun acte similaire, aucun acte semblable ne se reproduise. Mais très rapidement, la classe politique a oublié. Ce qui intéresse les membres de cette classe politique, c'est d'entrer tout de suite dans le gouvernement pour faire un peu d'argent. C'est le cas d'Edmond Supplice Basile, c'est le cas de André Michel et les autres. Et ceux qui n'arrivent pas à entrer dans ce pouvoir font pression, pas pour qu'il y ait enquête, pas pour qu'il y ait procès, pas pour qu'il y ait reddition de comptes. Ils font pression pour pouvoir gérer l'exécutif sans nécessairement exiger de l'équipe actuelle de lancer l'enquête, de lancer le procès.
nous ne sommes pas un peuple normal. Nous ne sommes à ce point pas un peuple normal que même si le chef du gouvernement actuel, le docteur Ariel Henry, est pointé du doigt comme étant un complice dans le complot conduisant à l'assassinat du président Jovenel Moïse, et après que ce Premier ministre a refusé de se présenter au cabinet du juge de l'instruction pour répondre à des questions légitimes que tout homme se pose, à savoir, mais pourquoi le Premier ministre a-t-il échangé de si nombreuses fois des appels téléphoniques avec Félix Badjo, qui est recherché comme étant l'une des têtes, n'est-ce pas, ayant comploté dans l'assassinat de Jovenel, mais il a échangé des appels avec Félix Badjo. On a les relevés des appels. On sait qu'il a revu Félix Badjo en octobre, c'est-à-dire 3 mois après que ce dernier a été recherché, mais on lui demande de se présenter devant son juge, enfin devant le juge de l'instruction. Il refuse de le faire et pire, il a congédié le juge. Il devrait y avoir, lors du congédiement de ce juge, une espèce de levée de bouclier de la part du Parlement, du côté des médias, du côté de la classe politique. Le Premier ministre a pu congédier le ministre de la Justice parce qu'il lui a envoyé une convocation pour qu'il se présente devant un juge de l'instruction pour répondre à des questions légitimes. Personne ne se soulève. Nous ne sommes pas un pays normal. Et vous allez voir, tandis qu'on s'approche là du premier anniversaire de l'assassinat de Jovenel Moïse, les gens, les jovenelistes se sont battus auprès du ministre de l'Éducation actuel pour que ce jour-là soit un jour férié. Bien sûr qu'on va proclamer une journée de deuil et de réflexion. La télévision nationale d'Haïti va encore diffuser, n'est-ce pas, des concerts d'un orchestre symphonique d'ailleurs pour nous obliger à réfléchir. Mais à réfléchir à quoi ? À considérer comme normale l'impunité? Dites-moi, connaissez-vous une nation, connaissez-vous un peuple, connaissez-vous une collectivité qui se soit construite sur l'impunité? Et les nations étrangères, sachant justement que nous ne sommes pas un peuple normal, sachant justement que nous ne sommes pas une collectivité avec des réflexes normaux, sachant précisément que nous sommes une collectivité anémiée, nous sommes une collectivité anesthésiée, nous sommes une collectivité zombifiée, la communauté internationale avait exigé qu'il y ait des élections 90 jours après l'assassinat de Jovenel Moïse. Écoutez, un président a été assassiné. Ce n'est pas le premier homme à être assassiné en toute impunité en Haïti. Tournons la page, allons aux élections. Car cette communauté internationale connaît cette faiblesse, connaît cette vulnérabilité, connaît ce faible pathologique des politiciens haïtiens. Tout ce qui les intéresse, c'est le pouvoir et à tout prix. Et ils sont prêts à marcher sur le sang de leurs compatriotes. Ils sont prêts à marcher, n'est-ce pas, sur les cadavres de leurs compatriotes. Ils sont prêts à marcher sur la tête des morts pour arriver, n'est-ce pas, au palais national, même s'ils savent en leur âme et conscience qu'ils ne pourront rien faire pour ce peuple-là. Ce qui les intéresse, c'est le pouvoir. J'ai pris l'exemple du président Jovenel Moïse parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas le président Jovenel Moïse, c'était le président. Donc c'est l'homme qui devrait bénéficier de la plus haute protection de l'État, mais que d'hommes et de femmes n'ont-ils été assassinés depuis
certains plus connus que d'autres, en toute impunité. Et entre-temps, ce qui intéresse la classe politique, c'est comment faire en sorte de parvenir au pouvoir. Que ce soit par une passation de pouvoir, en essayant de trouver un accord avec Ariel Henry, que ce soit pour beaucoup d'entre eux par une élection bidon que la communauté internationale veut nous entrer dans la gorge. Nous ne sommes pas un peuple normal. Ça fait mal de le dire. C'est humiliant de le dire. C'est affligeant de le dire, mais, mon Dieu, la première étape dans une guérison, c'est la prise de conscience de son mal. Si on ne prend pas conscience de notre mal, jamais on n'en sera guéri. Il faut arrêter à un moment donné, là, d'accuser les autres et de se regarder au miroir et de se dire, tout autre peuple, toute collectivité normale aurait profité de ce premier anniversaire pour exiger des comptes, aurait profité de ce premier anniversaire pour que ceux qui étaient au pouvoir et qui le sont encore rendent des comptes. Mais c'est un jour férié comme un autre. On s'en fout puisque 85% d'entre nous sont au chômage. Mais voilà. Que nous soyons le 7 juillet, que nous soyons le 5 juillet, que nous soyons le 8 juillet, business as usual. Et ceux qui dirigent le savent. Rien ne se passera parce que rien ne s'est jamais passé. Nous ne nous sommes que rarement préoccupés de rendre justice. Nous ne sommes pas un peuple normal. Vous vous demandez où trouver mes livres? Simple, sur mon site, prioritairement, www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. Normalement, quand un peuple se trouve dans une telle situation d'aliénation, quand une collectivité se retrouve à un tel niveau de zombification, il faut se tourner vers les élites. Je sais que le débat se pose à savoir est-ce qu'il y a des élites, mais il n'y a pas de nation sans élite. Vous pouvez qualifier l'élite de malpropre, c'est une élite malpropre que l'élite haïtienne. Vous pouvez qualifier l'élite haïtienne, ou mieux, vous pouvez qualifier les élites haïtiennes d'élites antinationales, vous avez raison. Vous pouvez qualifier les élites haïtiennes d'élites, n'est-ce pas, apatrides, vous avez raison. Vous pouvez qualifier les élites haïtiennes d'élites, n'est-ce pas, corrompues et corruptrices, vous avez raison, mais il y a toujours des élites, les amis. Qu'est-ce qu'une élite? Mais l'élite, c'est l'ensemble de ceux qui sont élevés en dignité. On va parler d'élites intellectuelles, on va parler d'élites économiques, on va parler d'élites, n'est-ce pas, politiques, mais il y a toujours des élites. La véritable question, c'est est-ce que ces élites remplissent leur mandat? Est-ce que ce sont des élites si vous voulez, pro-population, pour parler ainsi? Est-ce que ce sont des élites qui font la promotion d'un projet fédérateur? Ou bien est-ce que ce sont des élites qui travaillent pour un agenda antinational? Dans le cas d'Haïti, ce sont des élites qui travaillent pour un agenda antinational, mais il y a toujours des élites. En général, dis-je, quand une population gît dans un tel état d'aliénation, c'est d'abord les élites intellectuelles qui secouent ce peuple-là pour dire hey, « nous sommes en train de nous endormir, restons vigilants car il se passe des choses anormales ».
Et ces élites-là vont écrire, ces élites-là vont dans les médias, ces élites-là vont utiliser tous les moyens à leur disposition, les écoles, les salles de cours, les salles de classe, pour alerter la population, pour l'inciter à se réveiller, à se prendre en main. Connaissez-vous, vous, beaucoup d'intellectuels qui font ce travail-là? Je ne dis pas qu'il n'y en ait pas. Il y en a sûrement un ou deux qui font un travail appréciable. Mais ils ne sont pas nombreux. Du moins, leur voix ne porte pas. Et c'est ça le problème, n'est-ce pas, avec notre pays. Nous sommes peut-être 14 millions, 10, 12 millions à l'intérieur, 2 millions à l'extérieur, ou 10 à l'intérieur, 4 millions, n'est-ce pas, à l'extérieur. Mais il n'y a pas un seul d'entre nous qui puisse s'élever au-delà de la mêlée et faire en sorte que sa voix soit entendue de tous. Chacun va parler pour sa chapelle, chacun va parler pour son parti, chacun va parler en fonction de ses propres intérêts. Celui-ci aura un pouvoir de convocation limité, un autre va avoir un pouvoir de convocation plus élargi, mais il n'y a personne qui jouit de cette aura nationale, de cette aura transrégionale, de cette aura transpartisane qui va faire en sorte que tous, on se dise « Ah, celui-là, il parle vraiment pour la nation entière, nous devons l'écouter. » Nous ne sommes pas un peuple normal. En général, disais-je, quand une collectivité patauge dans une telle situation de zombification, mais les médias contribuent à secouer cette population pour qu'elle se réveille. Connaissez-vous, vous, beaucoup d'hommes et de femmes de médias qui font ce travail de conscientisation? Connaissez-vous beaucoup d'hommes et de femmes de médias qui font ce travail de dézombification? Un bel exemple de cela, c'est le seul journal du pays, le Nouvelliste. Et normalement, quand vous êtes le seul journal du pays, c'est un privilège énorme, mais c'est un privilège qui est assorti d'énormes responsabilités aussi. Je lis ce journal tous les matins, mais quel journal zombificateur! C'est un journal qui s'accommode de tout. C'est comme les musiciens d'un palais. Le roi est mort, vive le roi. Un président est parti, vive, n'est-ce pas, le nouveau président. Pourquoi? C'est un journal zombificateur parce que c'est un journal qui reçoit des chèques du gouvernement. C'est un journal qui s'arrange, n'est-ce pas, pour être dans les bonnes grâces de l'exécutif parce qu'il ne lui demande pas des comptes. Vous savez, dans un état de droit, et c'est Robert Bourassa qui l'avait dit. Robert Bourassa, c'est un ancien premier ministre du Québec jusque dans les années 80, dans les années 90. Robert Bourassa avait dit, vous savez, quand l'opposition est faible, ce sont les médias qui doivent prendre le relais de l'opposition. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle les médias le quatrième pouvoir. Quand l'opposition est faible, eh bien, les médias doivent voler à la rescousse, car il faut qu'il y ait reddition de comptes. Il faut qu'on pose des questions, n'est-ce pas, à l'exécutif. Connaissez-vous beaucoup de médias haïtiens qui posent des questions véritables, n'est-ce pas, aux membres de l'exécutif? Non, ils sont pour la plupart corrompus. Ils ont leur chèque qui arrive de tel ministère, ils ont leur chèque qui arrive de tel secteur, n'est-ce pas, des affaires, etc. En sorte que nos hommes et nos femmes de médias sont devenus des marchands de micros qui ne font pas ce travail de conscientisation. Dans l'état où se trouve Haïti, un média normal n'aurait pas le choix que d'être un média engagé. Je ne peux pas me contenter de présenter la nouvelle au Cap haïtien, un homme a mangé la chair d'un autre après l'avoir, n'est-ce pas, brûlé, après avoir brûlé son corps, non?
quand une collectivité se retrouve dans un tel état d'aliénation, il faut aussi regarder les élites politiques. C'est pas pour rien que dans des états de droit, on parle d'alternance politique. C'est-à-dire, si je suis pas en accord avec ce que fait l'équipe politique actuelle, eh bien, je la congédie lors des prochaines élections. Je la remplace par une autre équipe qui va se rapprocher de cet idéal de droit après lequel nous soupirons tous. Or, ce qu'il y a en Haïti, dans la classe politique haïtienne, il n'y a personne. Ou pour être gentil, il y a très peu d'hommes et de femmes de qui on puisse dire si celui-là ou si celle-là parvenait au pouvoir, il ou elle ferait les choses différemment. Je dis, il y a très peu d'entre eux. Peut-être qu'on peut les compter sur les doigts d'une main, mais en tout cas, ils ne sont pas suffisamment nombreux pour leur faire confiance. C'est du pareil au même. Oh là là, les amis, oh là là, je me souviens encore comme si c'était d'hier. Vous savez, lorsque Michel Martelly a laissé le pouvoir, je vais vous faire une confidence, et qu'il l'a laissé aux mains du président du Sénat d'alors, Joslerme Privert, qui est devenu, à la suite d'un coup d'État parlementaire, président d'Haïti pendant 1 an. Il y a eu beaucoup de tractations au Parlement haïtien pour que Joslerme Privert soit vraiment élu au sein du Parlement haïtien. Il y avait des tractations, il y avait des promesses, car il n'avait pas de parti majoritaire, donc il devait négocier avec les particules, avec les partis, avec les chefs des partis, avec les sénateurs et les députés pour l'emporter sur ses concurrents. Et là, vous connaissez l'histoire. Je vais vous faire une révélation. Au terme de nombreuses tractations, il fut élu par le Parlement, ce qui est un acte anticonstitutionnel. La Constitution ne prévoit pas cet état de fait. Tandis que Joslerme Privert recevait l'investiture au Palais national ce dimanche-là, moi, j'étais à Montréal et je me retrouvais chez un ami en banlieue nord de Montréal dans un souper. Et à ce souper, les amis, tenez-vous bien, il y avait un chef de parti qui, lui, depuis Montréal, téléguidait les tractations avec Joslerme Privert. Et l'une de ces conditions, je vous l'avoue aujourd'hui, c'était que pour voter pour Joslerme Privert, qu'il y ait un transfert de près d'1 million de dollars américains sur son compte. C'était quelque chose comme 800 à 850 000 dollars américains sur son compte. On entendait Moïse Jean-Charles divulguer la chose. Moïse Jean-Charles disait, écoutez, Joslerme Privert est élu parce qu'il y a eu une tractation, il y a eu des montants qui ont été transférés de la Banque centrale d'Haïti vers des comptes personnels. Et personne ne le prenait au sérieux. Et moi, je vais vous dire, j'étais là chez cet ami commun, et puis on soupait avec cet ami, et ce chef de parti, lui, se trouvait exceptionnellement, n'est-ce pas, à Montréal. Et à un moment donné, ce dimanche après-midi de l'investiture de Joslerme Privert, à un moment donné, j'ai vu ce chef de parti laisser le souper s'éloigner, puis il se dirigeait vers la chambre d'amis où cet ami commun l'a dirigé. Ben, j'ai pas compris pourquoi sur le champ. 5 ou 10 minutes plus tard, il revenait, tout sourire, et il a dit, bon Dieu, quel inconscient. Ah, Privert est un homme sérieux, je ne regrette pas d'avoir fait voter pour lui. Il avait promis un virement, je viens de valider, le virement a été fait. Et là, on parle, les amis, de près d'1 million de dollars américains qui ont été transférés sur le compte de cet individu-là
parce qu'il avait donné l'ordre aux membres de son regroupement politique de voter pour Joslerme Privert. Vous notez? Joslerme Privert a remplacé Michel Martelly, donc on est passé du pouvoir PHTK à un membre d'un parti différent, président du Sénat qui est devenu président d'Haïti. Il a pu parvenir à ce poste parce qu'il a négocié avec les différents chefs des divers groupements politiques au Parlement d'alors, mais ce sont les mêmes pratiques de corruption. Nous ne pouvons pas, les amis, compter sur les élites politiques. Les membres de cette classe politique, ce sont pour la plupart des chômeurs, des gens affamés qui n'attendent que leur tour pour s'enrichir, n'est-ce pas, au plus à cran, parce qu'ils n'ont absolument comme motivation de servir la population. Ils n'ont absolument comme motivation, n'est-ce pas, de tirer cette population hors de sa misère. C'est du pareil au même. Ce sont les mêmes affamés, les mêmes chômeurs, les mêmes tigrangous, comme on dit en créole, les mêmes sous-fifres. Et quand tu vois un politicien haïtien critiquer quelqu'un qui est au pouvoir, sa seule motivation, c'est de chasser celui qui est au pouvoir pour se mettre à sa place et pour voler encore, n'est-ce pas, plus que l'autre avant lui n'avait volé. J'ai un ami qui a dit, vous savez, je commence à avoir des doutes, à savoir est-ce que la population haïtienne n'aime pas le vol. Il dit, mon ami m'a dit, vous savez, les politiciens haïtiens, ils n'ont pas de problème avec le vol en tant que tel, ils n'ont pas de problème avec la corruption en tant que tel, ils ont un véritable problème avec les voleurs. Parce qu'ils aimeraient ça être à leur place. La preuve, c'est que quand vous les remplacez, ces voleurs-là, vous mettez un autre politicien à leur place, eh bien vous verrez que celui qui vient de remplacer l'autre fait pire que le premier. Nous avons de véritables reproches à faire au régime des Duvalier. Les duvalieristes ont détourné des fonds publics, les duvalieristes ont jeté illégalement des gens en prison. Mais les amis, ayons l'intégrité intellectuelle de reconnaître que ceux qui ont succédé à Duvalier depuis les 35 dernières années ont volé en 5 ans, en 10 ans, beaucoup plus que ce que les duvalieristes ont volé en 29 ans. Est-ce que nous allons le reconnaître? En sorte que oui, nous devons faire des reproches au régime des Duvalier. Le régime des Duvalier a duré 29 ans, mais d'autres régimes, d'autres gouvernements n'ont duré que 5 ans. Ces gouvernements-là ont volé beaucoup plus en 5 ans que les Duvalier n'ont volé en 29 ans. Et donc, quand une population se retrouve dans un tel état d'aliénation, quand une population se retrouve dans un tel état de zombification, normalement, on devrait se tourner vers les élites pour leur dire « mais faites quelque chose !» Et je ne suis pas d'accord avec vous. Quand vous dites qu'il n'y a pas d'élite, il y a des élites. Il y a des gens qui sont élevés en dignité. Mais ce sont des élites antinationales. Ce sont des élites qui ne prennent pas fait et cause pour la population. Ce sont des élites qui ne prennent pas fait et cause pour le peuple. Que ce soit les élites intellectuelles, que ce soit les élites des affaires, que ce soit les élites politiques, c'est la même merde. Remplacer un homme de la classe politique par un autre homme, remplacer une femme de la classe politique par une autre femme, vous aurez les mêmes résultats merdiques car ils sont majoritairement des voleurs. Et normalement, quand on a affaire avec tant de voleurs, c'est le système qui devrait protéger la population. Ce sont les institutions qui, étant plus fortes que les hommes, devraient nous protéger contre ces corrompus et ces corrupteurs. Vous notez, et c'est la signature du PHTK, la signature particulière du PHTK. Hein? Je suis historien de formation, je suis l'histoire politique d'Haïti depuis un certain temps. J'ai lu au-delà de ma période de vie
Détruire les institutions, c'est la signature particulière du PHTK. Sous Duvalier, il y avait quand même des institutions. Vous me direz qu'il y avait un homme qui veillait à ce que ces institutions-là soient à son service, mais il y avait quand même des institutions. Sous les gouvernements qui se sont succédés, il y avait quand même des institutions. Mais le PHTK a cette haine pour les institutions. Pourquoi? Parce que le chef du PHTK, son chef fondateur, Michel Martelly, a dit « Moi, je suis un bandit légal. Je vais m'assurer que ce soit les bandits légaux qui gèrent en toute impunité ce pays. » Et donc, quand on est dans cet état d'aliénation, de zombification, dans cet état de corruption généralisée, ce sont les institutions qui sont normalement placées pour protéger une population. Mais là, il n'y a pas d'institution. Sur un Parlement qui devrait avoir 30 membres, il n'en reste que 9. Et selon les notes des services diplomatiques des Américains, sur les 9, il n'y a qu'un seul qui ne soit impliqué dans le commerce illicite de la drogue. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux? Normalement, n'est-ce pas, quand on est dans un tel état de corruption, c'est les tribunaux, n'est-ce pas, qui devraient commencer à déposer des accusations, instruire des procès, n'est-ce pas, pour jeter en prison les véritables criminels. Mais on l'a vu il y a 2 semaines. Des bandits se sont emparés du palais de justice de Port-au-Prince. Ils ont chassé, n'est-ce pas, ceux qui étaient payés pour rendre justice. Ils ont bazardé les dossiers et la police n'arrive pas à chasser les bandits qui se sont installés dans ce temple de la justice. Si j'en ris, ce n'est pas parce que c'est drôle, c'est parce que c'est triste. Et entre-temps, je vois les politiciens se démener, se débattre comme le diable dans l'eau bénite pour trouver un accord avec Ariel de manière à le déplacer du pouvoir et pour y installer d'autres. Le problème avec ce type de passation de pouvoir, c'est que une fois que c'est Ariel qui vous passe le pouvoir dans des termes amicaux, vous aurez comme un accord tacite avec lui d'impunité pour ne pas l'emmerder. Donc, quoi qu'il ait fait avant, quoi qu'il fasse en ce moment pendant sa gestion de plus d'1 an, enfin, de près d'1 an au pays, si c'est lui qui vous passe le pouvoir, vous serez bien obligé de lui garantir l'impunité. Mais bon Dieu, j'ai déjà posé la question, quelle nation peut se construire dans l'impunité? Et ce qui m'afflige encore plus, oh là là, c'est de voir que quand on veut parvenir au pouvoir dans ce pays, on s'impose comme devoir de négocier avec l'étranger. Ah, cette blancomanie pathologique. Vous l'aurez remarqué, on a changé notre site web. Sur le site web, vous trouverez plusieurs onglets. L'onglet Accueil vous souhaite la bienvenue et tout de suite après, vous tombez sur l'onglet Biographie. Alors là, vous avez une idée des études que j'ai faites. Ensuite, vous avez l'onglet Boutique. Dans l'onglet Boutique, vous trouverez mes livres. Jusqu'à présent, j'en ai écrit 14. Toujours dans la boutique, vous aurez aussi accès au type de formation que j'offre, soit à des individus ou à des entreprises. Vous avez aussi l'onglet événements. À l'onglet événements, on vous dit ce que je fais, où je le fais et quand je le fais. Comme ça, si je présente une conférence quelque part, si je donne une formation quelque part, vous le savez. Mais ça, c'est à venir. À l'onglet articles, vous avez accès à quelques-uns des articles que j'ai fait paraître sur moult sujets. Vous trouverez aussi mes audios. Au fait, les audios, ce sont les anciennes émissions que j'ai présentées à
la radio CPAM et que vous avez appréciées. Ce sont des émissions que j'ai présentées sur toutes sortes de sujets allant de la spiritualité à la mystique, de la mystique à la religion, en particulier la religion chrétienne, le judaïsme et un petit peu d'islam aussi. Donc vous trouverez de tout cela. Et enfin, à l'onglet « Émissions », vous avez accès aux diverses chroniques ou aux divers liens par lesquels je présente des chroniques, que ce soit à la radio, à la télé ou sur les médias sociaux. Enfin, vous avez l'onglet « Contact » qui vous permet de me contacter soit par email ou par les médias sociaux. Le nouveau site de Jean Fils-Aimé, c'est le vôtre. Servez-vous-en. Vous savez ce que c'est que la blancomanie? La blancomanie, c'est cette vénération que les peuples noirs, anciennement esclavagisés, c'est cette vénération que les élites noires vouent aux blancs. Et c'est l'école et l'Église qui sont responsables de cela. Vous avez vu l'image, j'en ai parlé il y a 2 semaines, de Ariel Henry, chef de la délégation haïtienne au sommet des Amériques, qui a littéralement courbé l'échine devant Joe Biden et devant le président Abinader de la République dominicaine. L'homme a à ce point courbé l'échine que si vous prenez le temps de regarder la femme de Joe Biden, elle en est surprise car c'est la première fois qu'elle voit un homme d'État, un chef d'un autre gouvernement, courber l'échine au point de vouloir baiser les pieds de son mari. Elle en est surprise. Et je discutais avec un ami qui m'a dit, un ami pharmacien, il m'a dit, Jean, plus on haïtien instruit, plus les fout de paix blanc. Je traduis. Plus un haïtien est instruit, plus il est élevé en dignité, plus il a cette peur du blanc, plus il a cette vénération du blanc. Et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure que les années passent, plus nous fout de paix blanc. Chaque politicien haïtien a un petit blanc qu'il vénère et sur qui il compte pour devenir président. Chaque ministre, chaque intellectuel haïtien a son petit blanc à qui il voue un culte et sur qui il compte pour devenir président. Cette peur des blancs, cette vénération que nous vouons aux blancs, c'est l'une des causes de nos malheurs. Nous sommes à la fois baisés par les blancs, les étrangers, et par les nationaux haïtiens. Oh là là, cette élite, non seulement elle est malpropre, elle est servile, elle est blancomane. Quand quelqu'un pense à faire de la politique, aussi longtemps qu'il n'a pas un blanc sur qui il peut compter, mais il ne se prend pas au sérieux. Et quand nous voyons quelqu'un se lancer, n'est-ce pas, en politique comme candidat, aussi longtemps qu'il n'a pas un blanc derrière lui, nous ne le prenons pas au sérieux. Et plus les années passent, plus cette vénération-là, plus ce culte que nous vouons aux blancs devient plus patent encore. Bon Dieu. Une fois, Leslie Maniga a dit que les nations étrangères aient toujours tenté d'influer sur les choses politiques en haïtienne. C'est normal. Les nations sont toujours en compétition les unes contre les autres. Mais ce qui est triste, se plaignait Leslie Maniga, c'est le fait que la classe politique actuelle accepte comme étant normal. C'est le fait que les élites intellectuelles haïtiennes, les élites médiatiques, les élites d'affaires acceptent comme une chose normale que le blanc leur dicte quoi faire. Ça, c'est la blancomanie. Plus l'haïtien est cultivé, plus il fout de paix blanc. Plus il a l'habitude de voyager, plus il fout de paix blanc. C'est comme si le blanc devient Dieu. Une fois, quelqu'un m'a dit, ah, Fils-Aimé, tu demandes qu'on rompe les relations diplomatiques avec les États-Unis. Est-ce qu'on fout? Là, tu es tout haïtien. Quand vous avez cette peur-là, quand vous avez cette vénération-là des blancs, mais que voulez-vous qu'on attende de vous? Que pouvez-vous faire du pays?
Pendant la semaine, j'ai reçu un document hautement confidentiel. C'est un document qui reflète les échanges au haut niveau qui se faisaient entre le département d'État de Bill Clinton et Jean-Bertrand Aristide lorsqu'ils se retrouvaient en exil là. Vous vous souvenez de ce premier coup d'État de Raoul Cédras contre le président Jean-Bertrand Aristide, coup d'État qui l'a amené en exil aux États-Unis, et puis il y avait, n'est-ce pas, ces négociations, n'est-ce pas, qu'on appelle les négociations du Governor's Island entre les États-Unis, Jean-Bertrand Aristide d'une part et le pouvoir militaire d'autre part. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il y avait aussi des négociations entre le département de Bill Clinton et Jean-Bertrand Aristide. Le département d'État de Bill Clinton a dit, écoutez, nous allons vous reconduire, monsieur Jean-Bertrand Aristide, en Haïti, mais voici nos conditions. C'est terrible, les amis. Écoutez bien. Première condition, nous voulons que vous organisiez des élections comme prévu dans la Constitution. Je pense que, de mémoire, c'était au mois de juin. Vous devez les organiser, ces élections générales. Et là, c'est tout à fait normal, c'est constitutionnel, pas vrai? Et deuxième condition, le département d'État a dit au président Jean-Bertrand Aristide, nous voulons que vous continuez ce dialogue inclusif, car nous ne voulons pas que les élections que vous allez organiser soient des élections, n'est-ce pas, pro-Lavalas. Fine. Troisième condition, note hautement confidentielle. Nous allons, disent les Américains au président Jean-Bertrand Aristide, nous impliquer dans la privatisation de certaines entités d'État, comme la téléco, comme la cimenterie, etc. Et nous allons maintenir le dialogue, suivez mon regard, avec vous pour libéraliser les douanes de manière à permettre que les produits américains puissent entrer librement en Haïti. Et vous savez ce qu'il en est. Effectivement, la téléco sera privatisée sous René Préval, d'autres entités comme la cimenterie d'Haïti, n'est-ce pas, vont être vendues, mais surtout, grâce à cet accord que Bill Clinton lui-même qualifie d'accord avec le diable, pacte avec le diable, je reprends, n'est-ce pas, ce que mon ami le sociologue, n'est-ce pas, Frédéric Boiron avait dit sur notre plateau il y a quelques semaines, ce pacte avec le diable. Grâce donc à ce pacte avec le diable que Bill Clinton personnellement a imposé à Jean-Bertrand Aristide, il a pu faire entrer dans notre pays le riz, l'Arkansas, État dont il était le gouverneur pendant plus de 10 ans. Et c'est ce pacte avec le diable qui a fini par tuer l'autarcie ou l'autonomie alimentaire haïtienne, qui a fini par tuer la production rizière haïtienne. Bill Clinton le reconnaît lui-même. Après le tremblement de terre, dans un acte de confession auquel je ne crois pas, n'est-ce pas, puisque les crocodiles pleurent aussi avant de dévorer leur proie. Bill Clinton a dit, il s'est confessé, il a dit, c'est moi qui suis responsable de la perte de l'autonomie alimentaire haïtienne, car juste avant ce pacte avec le diable que j'ai imposé au président Jean-Bertrand Aristide, les Haïtiens consommaient leur propre riz. Les Haïtiens pouvaient se targuer encore d'une certaine autonomie alimentaire. Et j'ai imposé, dit Bill Clinton, le riz du Kansas à Haïti. Et ça a fini par tuer la production rizière. Après une telle confession, qui révèle à la fois ce à quoi le président Jean-Bertrand Aristide était prêt pour revenir au pouvoir, ça c'est une autre question. Mais après une telle confession, on pensait que ceux qui ont succédé à Jean-Bertrand Aristide allaient se réveiller. Mais non, vous savez ce que Michel Martelly a fait? Il a honoré le président Bill Clinton dans son palais, lui accordant le grade de chevalier, machin là, comme si Bill Clinton était un bienfaiteur d'Haïti, après que lui-même a confessé qu'il était le malfaiteur, qu'il était le fossoyeur de l'autonomie alimentaire haïtienne. C'est cette blancomanie-là, les amis, dont nous devons nous débarrasser. On ne fait pas de pays quand les nationaux vénèrent l'étranger.
On ne fait pas de pays quand les nationaux craignent, n'est-ce pas, à ce point le blanc que n'importe quel petit pisseur du département d'État peut imposer n'importe quoi à n'importe quel chef d'État haïtien. Nous ne sommes pas un peuple normal parce que nous n'avons pas une école normale, nous avons une école coloniale. Nous ne sommes pas un peuple normal parce que nous sommes en crise identitaire. Les religions qui nous sont imposées détruisent notre identité véritable. Nous ne sommes pas un peuple normal parce que les élites, celles qui nous dirigent, ne sont pas normales. Elles sont malades. Et leur plus grande pathologie, c'est leur blancomanie. Ils ne sont pas seulement des blancophiles, au sens où ils aiment le blanc, mais ils sont des blancomanes, c'est-à-dire au sens où ils idolâtrent le blanc. Dès que tu es blanc, tu peux faire n'importe quoi aux politiciens haïtiens. Notre situation est beaucoup plus grave, les amis, que nous ne pensions. La maison est détruite, la maison est à terre. Il faut la reconstruire. Et on ne la reconstruit pas en y allant avec un petit délai de 2 ans, le temps qu'un chef d'État s'installe et organise de nouvelles élections. Nous devons prendre le temps de rejeter les bases de cette nation. Si nos élites sont à ce point blancomanes, si nos élites vouent à ce point un culte au blanc, si nos élites ont à ce point peur du blanc, c'est la faute de l'école et de l'Église. L'école qui nous présente toujours l'archétype du beau, l'archétype du bien, l'archétype du, n'est-ce pas, du beau en la personne du blanc. L'Église qui nous présente toujours, n'est-ce pas, le bien en la personne du blanc. L'ange est toujours blanc. Jésus porte toujours une robe blanche. Les saints dans nos églises, n'est-ce pas, sont des saints blancs. Mais finalement, ça affecte, n'est-ce pas, la représentation que l'haïtien se fait du bien, la représentation que l'haïtien se fait du beau, la représentation que l'haïtien se fait, n'est-ce pas, de l'idéal. Et vous notez que dans toutes ces rondes de négociations avec Ariel, dans toutes ces rondes de négociations pour résoudre la crise politique, la crise ne se résout toujours pas jusqu'à ce que le blanc donne le là. Et chacun des antagonistes actuels, impliqués dans la crise haïtienne actuelle, attend le mot du blanc. Qui ça blanc poil dit? Est-ce que blanc d'accord? Sommes-nous un peuple? Sommes-nous une nation? Sommes-nous un pays? Ou ne sommes-nous pas, comme avant l'indépendance, une colonie? Et même là encore, pendant la colonie, Toussaint Louverture s'imposait à Thomas Maitland. Toussaint Louverture s'imposait aux divers agents du directoire ou de la métropole française. Toussaint Louverture s'est imposé vis-à-vis de Napoléon Bonaparte. Nous nous targuons d'être une république, mais ceux qui sont à la tête de cette république, ministres, présidents, premiers ministres, sénateurs, députés, ils vouent tous un culte au blanc, attendant la dictée du blanc pour savoir quoi faire. Je vous emmerde. Et vous êtes responsables, vous les élites intellectuelles, vous les élites médiatiques, vous les élites politiques, vous êtes responsables de notre état d'aliénation. Vous n'aimez pas votre pays, vous aimez le blanc. Et vous êtes prêts à livrer les ressources de ce pays aux blancs. En parlant de blancomanie, bon Dieu, ce Jean-Max Bellerive, qui fut le co-président de la commission intérimaire de la reconstruction avec le diabolique Bill Clinton. Comme des larrons en foire, ils ont détourné des fonds qui étaient affectés à la reconstruction d'Haïti. Et comme si de rien n'était, Jean-Max Bellerive a été recruté par les Clinton pour être membre du conseil d'administration de la compagnie appartenant aux frères, aux défunts frères de Hillary Clinton. Bon Dieu, quel pays!
Ce n'est pas la population qui est responsable de sa zombification. Ce n'est pas la population qui est responsable de son aliénation. Ce sont les élites, les gens qui sont élevés en dignité, les auteurs, les romanciers, les professeurs, les journalistes, les politiciens, les parlementaires. Ils sont tous coupables parce qu'ils acceptent de sacrifier leur population. Ils acceptent de sacrifier leur pays au profit du blanc, parce qu'ils sont des foutus blancomanes. Que dis-je? Des blancolâtres, des gens qui idolâtrent le blanc seulement parce qu'il est blanc. J'ai dit que là où nous sommes, nous ne pouvons pas nous contenter d'une chaise musicale, cosmétique, d'une continuation qui porterait le nom pompeux de transition. Il nous faut une nouvelle classe d'hommes, de véritables patriotes, des gens intègres, des gens compétents, qui ne vont pas cultiver la haine du blanc, mais qui ne prendront pas le blanc pour ce qu'il n'est pas. Le blanc est un égalé, potentiellement un ennemi, un adversaire, parce qu'il défend les intérêts de son pays. On a besoin d'hommes et de femmes patriotes, d'hommes et de femmes intègres, d'hommes et de femmes compétents qui vont regarder l'Américain dans les yeux, qui vont regarder le Français dans les yeux, qui vont regarder le Dominicain, n'est-ce pas, ou le Canadien dans les yeux. Et pour lui dire, ce pacte-là que vous cherchez à m'imposer pour faire entrer votre riz chez moi, c'est un pacte du diable. Allez vous faire foutre avec le diable. Ça ne correspond pas aux intérêts de mon pays. C'est dommage que le président Aristide ait accepté de signer ce pacte avec le diable. Mais en ceci, il n'est pas si différent des autres membres de la classe politique haïtienne qui souffrent tous de cette pathologie que j'appelle la blancomanie. J'espère que ce n'est pas un mal incurable. J'espère que, une fois que vous m'aurez entendu, vous ferez cette réflexion personnelle, à savoir, mais d'où vient que comme descendant de Toussaint Louverture, d'où vient que comme descendant de Capois la mort, d'où vient que comme descendant, ma foi, de Tante Toya, que comme descendant de Dessalines, nous ayons autant peur du blanc. Et que cette réflexion, une fois amorcée, nous puissions nous en guérir de cette pathologie. Et que désormais nous placions les intérêts de notre nation au-delà du blanc, au-delà de l'étranger, au-delà de ces élites malpropres et corrompues. J'espère vous avoir été utile. On garde le moral. Même si notre situation est grave, n'est-ce pas? Elle n'est pas irrémédiable. La première étape d'une guérison, c'est la prise de conscience. Prenons conscience de cette pathologie qui nous affecte tous, à cause de l'école, à cause de l'Église. Entreprenons le processus de guérison, parlons-en. Et reconstruisons notre maison. Cette maison a besoin d'être reconstruite. Et pour ce faire, nous avons besoin de poser un diagnostic cru sur nos maux. Bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission du même genre. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le. Recrutez d'autres gens qui vont s'abonner et partagez nos émissions dans vos réseaux respectifs et likez. Cela nous encourage. Merci, bonne semaine. À la semaine prochaine. On garde le moral? Oui, même si les choses vont mal, nous avons besoin de garder le moral. Car tant que va le moral, tout va. Au revoir.